On va faire le point sur les pathologies neuro-inflammatoires de l'enfant. Et puis après, on fera un petit survol de la complexité de ce qui nous enthousiasme tous, mais qui est très, vous verrez, pas simple du tout. C'est tous les nouveaux traitements dans les maladies musculaires où on est en train de changer complètement le paradigme et on verra tout à l'heure. C'est très enthousiasmant, mais c'est encore très complexe, vous verrez. Alors, tout d'abord, les pathologies neuro-inflammatoires de l'enfant. Je voudrais remercier 2 neuropédiatres. Vous voyez qu'à Marseille, on est très international, on va dire. Donc, le docteur Béatrice Desnoux, qui est une jeune neurologue pédiatre de mon service et qui a travaillé 3 ans à Montréal. Et donc, elle avait préparé ce topo qu'elle me confie donc sur la SEP pédiatrique. Et moi, je trouve que c'est toujours un honneur quand les plus jeunes vous font des topos extraordinaires, et plutôt que d'essayer de courir après la jeunesse, mais c'est la jeunesse qui nous fournit, et c'est très bien, et je suis très heureuse de présenter ça de leur part. Et si vous êtes content de ce topo, c'est grâce à elle, et je leur transmettrai bien sûr. Alors, tout d'abord, donc la SEP pédiatrique. Là aussi, on a parlé des AVC de l'enfant. Pourquoi parler d'une maladie d'adulte chez l'enfant? Parce que ça existe. Il faut arrêter de penser que les enfants ne sont pas touchés par un certain nombre de maladies. Et puis ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on disait aussi en aparté, c'est que la neurologie jusqu'à présent, enfin, en tout cas nous on a été élevés comme ça, que c'était une discipline, une spécialité pédiatrique assez statique, où finalement c'était plus les problèmes de séquelles de la naissance, et puis il y avait quelques problèmes infectieux, encéphalite, méningite, qui étaient catastrophiques, et puis le reste, on ne le voyait pas, ou on ne voulait pas le voir, ce qui est un peu différent, et on disait que c'était des problèmes uniquement de neurologues adultes. En fait, pas du tout. Donc on l'a vu pour les AVC, c'est vraiment un problème de l'enfant, certainement c'est lié à la régression des pathologies infectieuses. C'est évident qu'on va commencer à plus s'occuper du reste quand tout ce qui est très très fréquent, je vois les plus jeunes qui sont dans la salle, mais quand on faisait en garde, moi quand je dis aux internes qu'on faisait 3-4 PL par garde, ils me regardent, eux au bout de 4 ans d'internat, s'ils ont fait 2 PL, c'est bien le maximum, et encore, c'est qu'ils sont allés en oncologie faire des traitements intratécales. Donc vous voyez, on a complètement changé de paradigme, et on s'occupe du reste. Alors, la sclérose en plaques, oui, c'est une maladie de l'enfant. C'est pas la même, comme toujours, il y a des particularités pédiatriques, et donc il faut savoir y penser, parce que là aussi, c'est une maladie où il n'y a pas de signe pathognomonique. C'est-à-dire que s'il y a un enfant qui arrive avec un malaise, des paresthésies, avec des signes un petit peu particuliers, trop souvent on a été formé pour se dire cet enfant a peut-être un problème plus fonctionnel, plus, voilà, et comme chaque enfant, il a des difficultés à l'école, il a ses parents qui ne s'entendent pas très bien, enfin, il y a toujours plein de causes. Donc, on l'envoie d'abord chez le psychiatre, quand on en trouve un, que chez le neurologue, et pourtant, il a peut-être une maladie qui va se déclarer où on peut traiter tôt. Donc, 5% des cas sont pédiatriques. L'incidence, donc, chez l'enfant, c'est à peu près de 1,2 pour 100 000 personnes, et une prévalence, donc par an, il y a 6 cas pour 100 000 chez l'enfant, contre 1 pour 400 chez l'adulte. Donc vous avez bien compris, chez l'adulte, il y a des services de neurologie qui sont consacrés uniquement à la sclérose en plaques, ce qui n'est pas le cas chez l'enfant, bien sûr. Donc chez les enfants de plus de 12 ans, on retrouve la prédominance féminine. Par contre, inférieur à 12 ans, donc avant la puberté, là, on retrouve un sexe ratio de 1 pour 1. Les similitudes donc, entre ce qu'on appelle la SEP de l'adulte, ce qu'on va appeler AOMS, et la SEP pédiatrique qu'on va appeler POMS, les similitudes sont au niveau de la recherche et au niveau de la pathogénie. On sait qu'on va retrouver des sérologies EBV positives. Et là, vous me direz, dans la population générale, retrouver une sérologie EBV positive, on nous a toujours appris que c'était à peu près 90% de la population. Alors, il y a des enquêtes en région qui ont été faites, et vous voyez que quand même, chez des enfants qui ont une SEP pédiatrique,
on retrouve une positivité de l'EBV pour 86%, alors qu'on retrouve 64% de contrôle du même âge. Donc il y a quand même une supériorité de cette contamination, et l'EBV est un virus neurotrope, donc très probablement là, sur un terrain très spécifique, on ne connaît pas encore très bien, le fait d'avoir eu une infection par EBV peut-être favorise la survenue d'une sclérose en plaques. Il y a des facteurs génétiques, mais ces facteurs, ce sont des facteurs de risque, c'est un terrain, et qui sont liés à un groupe HLA. Mais vous voyez que l'article est assez ancien, de 2002, et pour l'instant, il n'y a pas de référence plus récente. La vitamine D, alors, certains disaient quand il y a plus de vitamine D, il y a moins de sclérose en plaques, avec un axe nord-sud entre la Finlande et ça avait été étudié entre la Finlande et la Réunion. Donc Réunion plus de vitamine D, Finlande moins de vitamine D. En fait, c'est faux parce que la couleur aussi de la peau joue dessus. Donc, et qu'en Finlande, ils mangent beaucoup d'huile ils boivent beaucoup d'huile de foie de morue et du foie de morue. Donc, ils ont beaucoup de vitamine D. Et qu'à la Réunion, ils se protègent beaucoup plus du soleil. Ils ont beaucoup moins de vitamine D. Donc, il y a une controverse là-dessus, mais il y a toujours cette réflexion sur la vitamine D et beaucoup de travaux qui sont consacrés. Les particularités en clinique. Alors, tout d'abord, ce sont plutôt des formes par poussée en pédiatrie. En tout cas, plus l'enfant est petit, c'est 97% des cas, alors que chez l'adulte, ça peut être des formes d'emblée chroniques. Et avec un taux de récurrence beaucoup plus élevé les premières années de la maladie. C'est-à-dire que les poussées vont être au départ. Donc si l'enfant commence sa maladie vers l'âge de 4-5 ans, ce qui est possible, il va faire beaucoup de poussées, mais pour autant, il ne faudra pas être trop négatif, il peut en faire beaucoup moins après. Mais on verra que quand même, plus, et ce qui est un peu logique malheureusement, plus il commence tôt et plus il aura de difficultés plus tard. Vous voyez ici, donc là aussi, le nombre de poussées est en fonction de l'âge, donc ce que je vous disais, avec et la répartition, garçon-fille, donc qui est la même jusqu'à 12 ans à peu près, puis après c'est vraiment les filles. Et enfin les signes cliniques donc, que vous observez, qui sont des signes, donc il y a les paresthésies donc, qui sont là en vert, alors je vois rien moi sur mon écran, si je m'appuie un peu plus, donc vous avez donc des signes en orange, c'est plusieurs signes différents. En jaune, donc c'est plutôt la fatigabilité musculaire. Donc vous voyez des signes, des troubles de la coordination en bleu clair, des signes qui sont peu évidents. En tout cas, voilà, un enfant qui arrive pour des paresthésies qui a 8 ans, qui est un garçon, bon, c'est commencer à penser directement à une sclérose en plaques, c'est loin d'être évident. Donc, ce qui est important, c'est de bien revoir, donc vous voyez en fonction de l'âge, donc ce que je vous disais, donc on va rechercher s'il y a eu ce qu'on appelle le trigger, le facteur déclenchant. Donc on recherche infection, vaccination, on ne va pas rentrer dans le débat du vaccin hépatite B il y a quelques années qui, vous savez, n'a pas tenu la route, hein, puisqu'on retrouve autant de sclérose en plaques chez les enfants vaccinés que chez les enfants non vaccinés. Mais ce qu'il faut bien se dire, et ça c'est vrai, on le sait en pratique, c'est que le vaccin comme une infection sur un terrain déterminé, on l'a vu, donc peut-être quelqu'un qui a déjà eu une sérologie EBV positive, peut-être que ça va déclencher la première poussée de quelqu'un, d'une personne qui était prédisposée à faire une sclérose en plaques. Donc les prédominances, ça on l'a vu, et chez le tout petit c'est plutôt polyfocal, c'est-à-dire qu'il aura plusieurs signes, et là vous y penserez d'autant plus qu'il est petit, qu'il a en même temps des paresthésies, qu'il a en même temps une diplopie, qu'il a une faiblesse musculaire. Donc là évidemment on ira directement faire une IRM et on verra à ce moment-là le résultat. Par contre, chez le plus grand, et là vraiment il y a des retards diagnostiques chez les ados, c'est-à-dire que quand on fait le diagnostic et on pense à demander une IRM, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout la première poussée. Et à l'interrogatoire, on a déjà des épisodes
qui ont régressé de façon spontanée, mais qui n'ont pas été considérés comme tels. Donc des tableaux chez les moins de 12 ans, donc plus de type encéphalopathie aiguë, c'est-à-dire ADEM, donc là vous y pensez tout de suite bien sûr, et beaucoup plus rare chez le plus grand, et puis des atteintes aussi médulaires, on va revoir des images plus fréquentes chez le plus petit, voilà. Et les symptômes donc moteurs chez le tout petit, sensitifs chez le plus grand. Donc ça c'est un petit peu la différence de sémiologie. Donc ce qu'on peut dire c'est que quand même il y a aussi, et sans qu'on sache encore bien pourquoi, sont des enfants qui ont des profils psychologiques qui sont un petit peu particuliers, et en tout cas des troubles cognitifs. Si vous faites d'emblée un bilan neuropsychologique, ce sont des enfants qui ont souvent des difficultés des apprentissages et des troubles de la mémoire, des troubles des émotions qui sont déjà là. La fatigue, alors ça c'est une grosse question. Le jour où on saura vraiment ce que veut dire être fatigué, est-ce que c'est une maladie ou pas, et comment la déterminer, comment faire le diagnostic. En tout cas, c'est une plainte qui est très fréquemment rapportée, et quand on connaît les enfants qu'on suit qui font 2, 3, 10 poussées, bah, quelquefois leur poussée, c'est une grande fatigabilité. Ils le savent, ils se connaissent, la famille, les parents les connaissent bien et se disent là c'est une nouvelle poussée, ils ont raison. Donc voilà, donc la fatigue, ça peut être effectivement très psychogène et fonctionnel, mais ça peut être aussi un signe de sclérose en plaques. Plus de dépression, d'anxiété. Ça, on le retrouve aussi chez l'adulte. Hein. Donc là aussi, on n'est pas très bon pour faire le diagnostic déjà de dépression chez un petit enfant. Et d'anxiété, là aussi, on a souvent une vision très... Et on le reverra tout à l'heure pour d'autres problèmes. Voilà. Et puis les mères sont plus... prévalence de dépression. Alors même, parce que vous pourriez dire, bah, c'est sûr que quand on vous dit que votre enfant a une sclérose en plaques et va faire beaucoup de poussées, va avoir des traitements lourds, il y a de quoi être déprimé, mais même au moment du diagnostic, on a un taux de dépression qui est plus élevé. Voilà. Et donc, bien sûr, la prise en charge doit être multidisciplinaire. La radiologie, donc ce qu'on va voir lors d'une poussée, c'est un œdème périlésionnel donc, qui est très fréquent, que vous voyez donc, ici. Vous voyez, c'est donc un T2 tout à fait classique, que 70% des décès pédiatriques ont une lésion qui prend le contraste, donc il faut toujours avoir une IRM avant et après injection de gadolinium. Ça, il faut l'exiger du radiologue. C'est quand même des enfants qui sont plus grands. Hein. On a vu qu'ils ont 8-10 ans, donc on peut les injecter. Ce n'est pas les tout petits bébés qu'il faut endormir. Là, il n'y a pas de problème. Et puis, vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez voir arriver, et ça, c'est vraiment corrélé aux difficultés cognitives. Il y a une atrophie cérébrale. Alors, au début, on a beaucoup... on se disait c'est que ces enfants reçoivent beaucoup de corticoïdes au moment de leur poussée, que c'est un faux aspect d'atrophie cérébrale, mais non, il y a vraiment une atrophie cérébrale, un amincissement du cortex, et qui est corrélé avec la présence et le nombre de lésions infratentorielles. Donc ça, c'est une étude qui est quand même très récente, mais qui est très importante. La radio va nous aider au niveau du pronostic. Il y a une décélération de la croissance cérébrale donc chez l'enfant, avec des thalamies qui deviennent beaucoup plus petits, et là aussi qu'on explore très bien en IRM. Et donc cette atrophie du thalamus et cette atrophie cérébrale diffuse, bien sûr, aura un retentissement sur la fonction cognitive. Donc la sclérose en plaques chez l'enfant, c'est non seulement une maladie motrice, une maladie sensitive qui évolue par poussée, mais ce qui va rester en dehors des poussées, c'est cette atteinte cognitive qui, elle, peut être permanente. Ce qui veut dire échec scolaire, enfin bon, toutes les difficultés qui peuvent suivre. Donc chez l'enfant, au niveau pronostic, dire qu'il y a quand même, au moment des rechutes, on a une meilleure récupération, mais par contre, ceux qui commencent plus tôt auront une maladie plus sévère à l'âge adulte. Et là, bien sûr, c'est tout à fait, c'est malheureusement ce qui est attendu quand il y a une maladie chronique qui s'installe dans l'enfance. Le retentissement chez l'adulte, ça va rarement beaucoup mieux. Donc voilà, déclin plus rapide des fonctions cognitives, notre papier,
Et donc, c'est un risque plus élevé d'atteinte cognitive et qui est contrôlé pour l'âge et la durée de la maladie. Donc, c'est des études différentes qui ont retrouvé exactement cela. Donc, ça, c'est quand même compliqué quand vous expliquez à des parents, vous faites l'annonce de diagnostic et à l'enfant, hein, parce que c'est souvent des enfants qui sont tout à fait en âge de comprendre que c'est une sclérose en plaques, qu'on va le traiter, qu'il risque de faire des poussées, qu'il faut qu'il revienne tout de suite à la poussée. Je vous assure que parler du retentissement cognitif est quand même très difficile et pourtant il est là. Alors, pour savoir un petit peu ce qu'on fait, tout est... vous savez qu'on a maintenant, sur le site de la HAS, donc dans toutes les maladies dites rares, parce que la CEP, ça rentre dans les maladies rares de l'enfant, ce n'est pas une maladie rare chez l'adulte. Il y a des protocoles nationaux de diagnostic et de soins qui sont en ligne et disponibles pour tout le monde. Donc il y en a un qui a été écrit en 2019 sous l'égide du Centre de référence des maladies inflammatoires. Premièrement, le traitement en aigu, il n'y a pas de nouveauté, c'est les corticoïdes. Ça, je crois, tout le monde est d'accord, quelle que soit la maladie chez l'enfant. Les corticoïdes, quand même, ça a rendu de très grands services et ça va en rendre encore. Donc les doses, maintenant, c'est des fortes doses, hein, c'est plus du 2 mg kg. Là, on passe à 30 mg kg sans dépasser 1 gramme. Faites attention parce que c'est quand même, il peut y avoir des ados. Et donc 30 mg kg, quelquefois, ça peut faire 1 gramme, 1,5 gramme ou quoi. Et là, on a des problèmes d'hypertension pendant 3 à 5 jours. Ça suffit. Il est inutile de poursuivre le traitement, on peut l'arrêter. Il est inutile de faire une décroissance péroce sur 1 mois. Avec des doses comme ça en bolus, on fait des bolus et on arrête et il n'y a pas de problème ni d'insuffisance surrénale ni rien puisque c'est finalement très très bref. C'est des bolus. C'est des bolus à 30 mg par kilo. Par contre, c'est inutile. Avant, où certains continuaient à donner, comme on passait à 30 mg, faisaient après 10 mg par kilo, 5 mg par kilo, voire 2 mg par kilo péros pendant 1 mois. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, c'est vraiment le bolus, 3-5 jours. Oui, 30 mg, oui, voilà. Mais c'est ça, mais on reste à 1 gramme. Voilà, on ne le dépasse jamais parce que quelquefois, c'est des ados qui sont costauds. Et voilà. Alors, le problème, ça marche très bien, très très bien, vraiment. Et les gamins arrivent et disent « j'ai besoin de mon bolus » et ils ont raison. Ils auront leur bolus. Par contre, ça ne permet pas d'éviter les rechutes ou l'amélioration du pronostic à l'âge adulte. Donc maintenant, on a quand même des grandes séries sur le long terme et ça, on ne le retrouve pas. Donc, comment faire pour dégager ces facteurs pronostiques et savoir quel type de traitement on va utiliser? Alors, on va rechercher quand même des facteurs de risque, en particulier si après une première, c'est ce qui est encadré en rouge, après une première poussée, vous avez fait vos première ou deuxième poussée, le bolus a marché, mais pas complètement. L'enfant continue à se plaindre de paresthésie, il a des signes, c'est pas très bien. Il fait plus de 3 poussées la première année. Ça, c'est pas la première année de sa maladie. Hein. Donc ça, c'est pas très bon. Il y a une lésion de la moelle épinière ou infratentorielle, cervelée ou tronc. 2 lésions qui prennent le contraste, le gadolinium. Et enfin, plus de 20 lésions. On a vu que ça pouvait être très patchy, donc en T2 ou en séquence flair. Et ça, vous vous dites, c'est une sclérose en plaques très agressive. Donc le bolus va suffire pour la poussée. Par contre, pour éviter les poussées, il va falloir intensifier le traitement. Alors, bien sûr, en médecine, on va toujours vers la sécurité. Et puis ce qu'on aime, c'est être en même temps sécure et en même temps efficace. La sécurité, c'est les interférons. Ah ben alors, pourquoi ça fait un petit vélo là? Normalement, c'est bêta, ça s'est transformé en petit vélo. Ça, c'est les joies de l'informatique. Bon, on pourrait, voilà. C'est 3 types d'interférons bêta, donc qui sont à disposition, l'Avonex, le Rebif ou le bétaférone, mais qui est globalement bien supporté. Il y a une forme intramusculaire, d'autres sous-cutanées, mais mauvais contrôle de la maladie. Donc, voilà,
on va commencer comme ça. Nous, actuellement, c'est plutôt avec le Rebif qu'on travaille, parce qu'il y a moins d'effets secondaires, d'états grippaux, de céphalée, comme avec l'Avonex. Mais quand même, les enfants reviennent. Et donc, on va passer, et maintenant, on le fait de façon beaucoup plus précoce. Et ça, c'est en travaillant, on fait des RCP avec les services adultes. Et donc, d'emblée, on a des molécules hautement efficaces, c'est celle de l'adulte, donc le Tysabri, le Gilenya, l'Ocrevus, où il y a des critères d'utilisation, et vous le savez qu'il y a un risque d'effet secondaire qui, quand même, nous freine un peu chez l'enfant. Mais ceci étant, les études qui sont en train de sortir montrent que peut-être on préservera comme ça leur fonction cognitive. Donc, voilà, on est un peu à un tournant. Est-ce qu'il faut aller aussi loin dans l'utilisation de ces molécules? Nous, maintenant en France, c'est vrai qu'on a tendance à le faire. Moi, je suis parfois, mes plus jeunes collaborateurs veulent d'emblée, dès la deuxième poussée, mettre les enfants sous Tysabri. Bon, tout est bien discuté avec nos collègues adultes. Et puis, dans le cadre du Centre de référence des maladies inflammatoires, qui est à Bicêtre avec le professeur Kumaran Deva, on a des réunions très fréquentes. Et les dossiers sont discutés, ce qui est important parce qu'on donne cette information aux parents que c'est une décision qui a été collégiale. Ce n'est pas uniquement un médecin face à face. Et vu qu'on ne sait pas bien quand même dans 10 ans ce qu'on va avoir comme effet secondaire, bien que quand même ces biothérapies maintenant, on avait très peur initialement et finalement il n'y a pas tant d'effets secondaires que ça qu'on retrouve. Alors, les critères, donc, pour aller plus vite, les diagnostics différentiels, donc toujours les critères de McDonald sont les critères IRM et surtout, pensez donc bien sûr la présence de bandes oligoclonales donc, à votre immunoélectrophorèse du LCR et puis pas d'autres causes qui expliquent ces tableaux un peu cliniques particuliers. Donc, on posera le diagnostic de la sclérose en plaques. Vous voyez que chez l'adulte, c'est la première cause. Chez l'enfant, il y a quand même une zone un peu d'incertitude, une zone grise, et qui sont, on va en reparler, donc ces fameuses épisodes démélinisants liés à la présence d'anticorps MOG, c'est-à-dire des anticorps anti-myéline, des glycoprotéines de la myéline et des oligodendrocytes. Donc anticorps anti-myéline, oligodendrocytes, glyco, c'est les MOG, et on appelle ça maintenant des mogopathies, qu'on peut retrouver donc soit dans les encéphalites type ADEM, donc celles qu'on appelait les encéphalites post-infectieuses, il y a quelques années, les encéphalites du blanc, vous vous rappelez, il y avait celle du blanc, celle du gris, finalement on n'avait pas tout à fait tort, mais voilà. Donc maintenant ça s'appelle ADEM, et là aussi qui explique peut-être pourquoi, par exemple, un enfant qui a la rougeole, qui a une encéphalite de la rougeole, mais vraiment prouvée, et ben il a souvent aussi des anticorps anti-MOG. Bon, il faut aller rechercher un enfant qui a une encéphalite de la rougeole, qui devient chez nous plus une rareté qu'une sclérose en plaques. Et puis il y a tous ces tableaux-là, névrite optique avec myélite transverse, myélite transverse extensive, névrite optique seule, et voir justement où on en est, et on recherche maintenant systématiquement ces anticorps qu'on va retrouver dans 60% des cas. Donc ici vous voyez donc une IRM, enfin deux IRM d'un enfant qui s'est présenté avec des déficits sensoriels, et vous voyez qu'il a une multitude de lésions, et savoir si c'est un anti-MOG ou une CEP, on va avoir des critères pour voir si on peut, parce que lorsque c'est un anti-MOG et qu'on pense que c'est une mogopathie, on ne passera pas à la deuxième phase de traitement, on le traitera par corticoïdes uniquement, même si après on peut changer de diagnostic en fonction de son évolution. Et ce qui va vous faire parler plutôt des mogopathies, donc c'est des lésions qui sont tout à fait atypiques, parfois qui sont énormes. Là, on a eu cette IRM qui est extraite de la littérature. On a eu un enfant qui avait exactement la même chose, qui est arrivé à l'âge de 5 ans, mais avec une atteinte de la substance blanche majeure, et puis qui a complètement régressé avec les corticoïdes, donc, et qui avait des anticorps anti-MOG. Il peut y avoir dans les névrites optiques seules,
Et puis, il y a moins de nouvelles, lorsqu'on fait un suivi, on voit disparaître les lésions et il y a beaucoup moins de nouvelles lésions. Les névrites, donc la neuromyélite optique, celle qu'on appelait la neuromyélite optique de De Vic. Donc, c'est des enfants qui vont arriver avec une névrite optique, elles sont très rares. Il peut y avoir aussi des myélites transverses, un syndrome du pont, mais tout ça a été assez exceptionnel. Et on voit que 15% des CEP sont présentés initialement avec une myélite transverse. Que l'APL peut être normale dans une névrite optique, ça il ne faut pas l'oublier. Donc là, c'est vraiment l'IRM qui nous montre s'il y a cette inflammation, même s'il n'y a pas d'anticorps et de bandes oligoclonales. Et à contrario, 30% peuvent avoir des bandes oligoclonales. Donc le tableau, c'est lorsque vous avez un épisode démyélinisant, c'est bien sûr là encore l'IRM. Le scan ne sert à rien. Vous irradiez l'enfant, enfin, à la limite pour éliminer autre chose, si vous avez un déficit ou quoi, justement un accident vasculaire ou autre, mais c'est vraiment l'IRM. Donc, ne pas oublier de demander systématiquement la moelle épinière. Et à contrario, quand il y a un enfant qui a une myélite, qui arrive avec un tableau de myélite, faire systématiquement le cerveau. Parce qu'on verra que ça rentre dans un processus un petit peu différent. Donc les anticorps anti-MOG et anti-aquaporine 4, et puis recherche des bandes oligoclonales, et en fonction, on classera en fait l'enfant soit en mogopathie, soit des anticorps NMO, mais qui sont beaucoup plus rares chez l'enfant et chez l'adulte, soit en CEP pédiatrique. Voilà, donc ça c'est ce que je vous disais, toujours ces déficits neurologiques focaux, d'évolution subaiguë, l'IRM et l'atteinte asymétrique à l'IRM. Vous savez que si vous avez une atteinte symétrique de démyélinisation, c'est une maladie métabolique jusqu'à preuve du contraire. C'est toujours asymétrique dans l'inflammatoire. Voilà. Donc, terminer pour dire que oui, ça existe, qu'il faut savoir utiliser les traitements. Oui, les corticoïdes pour les poussées, toujours. Et pour éviter ces poussées, il faut traiter tôt pour éviter ces poussées. Est-ce qu'on prend des traitements de deuxième intention, voire de troisième intention? Ça se discute ensemble et c'est des RCP vraiment pluridisciplinaires. La question, c'était les nouveautés. Alors en 2019, puisque ce topo aurait dû être fait en 2019, ce qu'il y a sur la sclérose en plaques, peut-être un peu moins les troisième générations de biothérapie, parce qu'on était un peu plus frileux en 2019. Mais il y a quelque chose qui est arrivé, c'est le Covid. Donc le Covid, j'ai la chance aussi d'avoir une jeune collaboratrice, Aurélie Mourant, qui d'emblée a senti le vent venir, j'allais dire. Et alors qu'à Marseille, certains disaient que c'était une petite grippette, je n'irai pas plus loin. Elle s'est préoccupée. Maintenant, c'est une jeune universitaire d'infectieux. Depuis 2 ans, elle a pu bien travailler. Et donc, elle s'est préoccupée de ce qui se passait dans le Covid. Et on va voir qu'en fait, elle avait tout à fait raison. Donc, par exemple, alors ça, je vous montre des histoires. Là, c'est 2 qu'on vient d'avoir. Là, c'est pas scientifique, c'est de l'observation pure au sein d'un service, mais je peux vous dire qu'avec le Omicron, ils n'ont pas aimé, le cerveau et la moelle épinière n'a pas aimé. Alors que sur les premières vagues, on n'avait pas eu trop de complications neurologiques, entre guillemets. Là, ça arrive et avec des tableaux qui vont en réa, on n'y comprend rien et qui sont extrêmement sévères. Donc voilà, ici, cet enfant qui a eu une infection Covid, 3 semaines plus tard, il présente une myélite. Avec un tableau sur la myélite, vous voyez sur l'IRM cette atteinte multi-étagée, énorme trouble sphinctérien, mais vraiment qui est dramatique alors qu'il a récupéré au niveau des membres inférieurs. Et l'IRM cérébral qu'on a fait systématiquement nous montre qu'il y a une atteinte aussi importante et on a des anti-MOG. Alors, certains vous diront c'est une forme anti-MOG, le Covid n'a rien à faire. Mais quand même, je pense qu'il faut attendre un petit peu ces histoires pour être définitif. Et vous voyez que lui, il a été traité par corticoïdes, immunoglobuline, puis échange plasmatique et rituximab. Ici, une enfant qui a un tableau catastrophique,
dont l'histoire commence en février 2002, elle était parfaite avant. Et elle commence à avoir des modifications du comportement. Sur 15 jours, elle était chez elle. Elle est passée 3 fois aux urgences où chaque fois on l'a renvoyée chez le psychiatre. Elle a commencé, donc elle était fatiguée, elle était irritable. Alors vas-y, elle a eu le Covid, machin, elle a été exclue de l'école. Enfin bon, les pédiatres, on est très très forts pour envoyer les enfants qu'on suit chez le psychiatre. Mais parfois, on est rattrapé par autre chose. Et là, quand même, chez cet enfant, vraiment, si on avait été un peu plus tôt, elle est venue pour des dyskinésies, dystonies, puis après, perte de la marche aphasie, trouble de la déglutition. Là, elle a été hospitalisée. Mais à ce stade-là, comportement et quelques petites dyskinésies linguales, je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite, puisque quand elle est arrivée, elle avait ce tableau absolument catastrophique avec un état de mal dystonique. Donc 3 semaines de réa sédatée, parce que dès qu'on a enlevé la sédation, elle repartait en état de mal avec rhabdomyolyse, enfin un truc catastrophique. Et elle a été traitée, en fait, on a mis en évidence, comme ça a déjà été fait, des anticorps antirécepteurs NMDA. Et là encore, vous pourriez me dire, ça existe les encéphalites à anticorps antirécepteurs NMDA, c'est vrai, mais très sincèrement, avec une atteinte aussi sévère des noyaux gris, avec une atteinte aussi de vascularite, on n'en a pas vu beaucoup. Donc, voilà. Et elle est traitée par immunoabsorption, elle aussi, rituximab. Et vous voyez qu'il y a une régression très nette et j'espère, là elle est encore très dystonique, mais qu'elle va pouvoir récupérer. Donc dans le service, il y a un papier qui a été fait par Aurélie qui était en 2000 déjà au bout de 1 an et qui avait mis en évidence justement cette atteinte dans le Covid, donc chez 120 enfants. Donc il y avait quand même ce qui ressortait, c'est asthénie, céphalée et des difficultés de concentration. Et puis à Marseille aussi, il n'y a pas que celui qui dit une grippette, il y a Eric Gage qui est un médecin nucléaire et qui travaille beaucoup sur les PET scans et les PET scans avec les maladies psychiatriques, les maladies neurologiques, et donc qui s'est tout de suite chez l'adulte emparé de ce sujet et qui a l'une des plus grandes séries actuellement. Il a une série aussi importante que celle de la Salpêtrière. Donc il a mis en évidence des anomalies en imagerie fonctionnelle, en particulier au niveau des lobes temporaux, du thalamus, du tronc cérébral. On a fait la même chose chez l'enfant et on retrouve la même chose. Donc pour des enfants qui ont des tableaux de Covid long, on a exactement la même chose. Donc nous sommes une équipe, il y en a peu, qui disent que oui, le Covid est un problème chez l'enfant, oui, le Covid peut être responsable de Covid long. Et donc voilà ce qu'on retrouve et voilà ce qu'on retrouve au niveau du PET scan. Ici, c'est une autre étude faite par Eric Gage qui a pu être faite que chez l'adulte, où il a mis en évidence que les altérations trouvées en IRM fonctionnel, en PET scan, étaient très spécifiques du Covid long, puisqu'il y a d'autres altérations qui ont été vues et qui sont liées en fait au confinement et qui sont des altérations qui touchent en fait les zones motrices. C'est des gens qui bougeaient moins, donc il y a des anomalies et qui ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on retrouve dans le Covid long avec des troubles plus cognitifs. Voilà, donc les bases physiologiques, on ne sait pas encore bien. Donc les voies de l'olfaction, ça passe par... Bon, ça, on sait déjà qu'il y a cette agueusie très particulière, mais on sait aussi que le goût et la mémoire, et Proust l'a suffisamment bien décrit, c'est très très allié, qu'il y a vraiment une connectivité très importante, et donc probablement que le virus Covid joue un rôle important là-dessus, et également au niveau des émotions. Et puis pour terminer, parce que c'est toujours bien de nous demander de faire des topos, donc on fait les bibles. Donc celle-là, elle a été faite à 5h du matin, voilà. Merci Hassan. Et donc voilà, j'ai trouvé cet article, franchement, que j'ai lu et qui est hyper bien fait. C'est des Chiliens et qui ont repris chez l'enfant. Donc pour ceux que c'est... Tout ce qui a été décrit, c'est une revue de la littérature de tout ce qui a été rapporté dans les atteintes neurologiques. Alors, il y a les atteintes neurologiques aiguës,
donc les tableaux plus d'encéphalite, de céphalée et tout. Mais il y a également les atteintes tardives, comme les polyneuropathies des Guillain-Barré, et également le Covid long. Ils évoquent tout ça avec des hypothèses pathogéniques. Donc, moi, ce que je dirais de ce qui se passe actuellement, c'est que bien sûr, on n'a pas du tout de conclusions qui sont définitives, que comme toujours en médecine, il faut laisser quand même du temps au temps, qu'on ne peut pas tout résoudre en 2 minutes. Mais c'est quand même assez exceptionnel qu'en 2 ans, on soit déjà arrivé à ça, à prendre en charge, bon, les PIMS, ça vous le savez, il y a déjà une prise en charge extrêmement efficace. En moins de 2 ans, je ne suis pas sûre qu'on ait été aussi fort pour le Kawasaki que les premiers cas qui ont été rapportés. Et pour tout ce qui est neurologique, là aussi, et ce qu'il va falloir qu'on utilise, vous avez vu, on est allé jusqu'à l'immunoabsorption. Enfin, je pense qu'on va avoir des révélations au fur et à mesure là, des mois et des années qui viennent. Et puis, ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait plus de vagues, mais enfin, on nous annonce encore quelques-unes. Donc soyons prêts, pensons que ça peut arriver et faisons au mieux pour les enfants. Voilà ce que je voulais vous dire pour les pathologies neuro-inflammatoires.